Je vous propose de revenir sur une affaire qui a défrayé la chronique près d'un an maintenant. Ça s'est passé en septembre 2012. Une étude de toxicité à long terme sur les OGM menée volontairement dans le plus grand secret transparaît tout d'un coup dans les médias. Il y a une révélation. Les gens que je connais qui sont un petit peu spécialisés sur la question n'étaient absolument pas au courant. Et le scandale arrive par le Nouvel Observateur, avec une comme vous voyez, particulièrement racoleuse. Oui, les OGM sont des poisons, le scandale, etc. Quelque chose qui ressemble à du déjà-vu, mais à une ampleur inédite tout de même. Donc, voici la une du Nouvel Observateur, avec, au passage, vous noterez une affirmation qui est déjà largement au-delà de ce que même une étude correcte pourrait dire, c'est-à-dire qu'on a testé un produit, et de ça, on déduit, on généralise et on dit oui, les OGM sont des poisons. Voilà. Donc, c'est la une du Nouvel Observateur, stupeur générale. Et bon, je veux bien qu'on passe à la photo suivante. Et ce dossier spécial du Nouvel Observateur, qui a obtenu l'exclusivité, le scoop, publie des photos effrayantes de rats nourris à un maïs génétiquement modifié, combiné éventuellement avec un produit, le Roundup. Donc on publie des photos, il faut bien le dire, effrayantes, de rats qui étouffent sous leur tumeur. Voilà. C'est finalement à peu près... alors qu'on ne sait rien de l'étude, qui n'a pas encore été publiée, puisque c'est publié d'abord sur le site du Nouvel Observateur, avant même que l'étude ne soit publiée officiellement dans la revue qu'il a accueillie. C'est la première image que va recevoir le public. OGM égale poison, rat dans un état pas possible. Alors, cette étude, donc c'est là-dessus qu'on souhaitait revenir. Cette étude, on peut passer, oui, a été publiée dans une revue internationale de toxicologie qui a plutôt une bonne réputation, qui s'appelle Food and Chemical Toxicology. Donc c'est en fait une étude de toxicité à long terme sur un herbicide et un maïs tolérant cet herbicide, donc un maïs génétiquement modifié. On peut passer. On va donc essayer de décortiquer donc, d'un côté les aspects médiatiques et puis le hiatus qu'il y a entre l'importance qui a été donnée médiatiquement à cette étude et puis sa validité, sa consistance. Voilà. Donc je propose de faire quelques diapositives sur cette problématique des OGM et ou plus particulièrement des plantes génétiquement modifiées, puisque c'est bien là que se situe la polémique, et pour voir comment finalement on a pu arriver à cette chose relativement inédite, cette affaire médiatique. Donc, sur les OGM, les plantes génétiquement modifiées, quelques points historiques de repère. Ça a commencé, la première, disons, expérience concluante date de 1975, où deux scientifiques belges identifient un mécanisme d'infection de plantes et de transplantation en fait d'une partie de leur génome par une bactérie du sol, une bactérie qui s'appelle, son nom savant, c'est Agrobacterium tumefaciens. En fait, cette bactérie possède un ADN circulaire comme ça, et elle arrive à transférer dans les cellules des plantes une partie de son ADN qui provoque des espèces pour simplifier, de tumeurs. Et c'est en fait cette observation dans la nature qui a été utilisée pour fabriquer des plantes génétiquement modifiées. C'est-à-dire que
les mêmes scientifiques ont créé le premier tabac génétiquement modifié comme ça, c'est-à-dire en coupant finalement avec des ciseaux particuliers la partie de l'ADN de la bactérie qui était cancérigène, pour simplifier, et en mettant ce qu'on appelle un gène d'intérêt, c'est-à-dire un gène qui possède un intérêt pour transformer les caractères de la plante. La bactérie infecte par le même mécanisme la plante, qui synthétise des molécules, la protéine intéressante. Voilà comment ça se passe en gros. On peut continuer. C'est clair oui. Donc, à partir de cette première expérience concluante, je veux dire, il s'est quand même passé du temps avant que ça se transforme en technologie utilisable de manière industrielle. 11 ans après, en 1994, il y a une première tomate transgénique qui est commercialisée et c'est l'échec assez rapidement. Et puis 2 ans plus tard, c'est le véritable début d'une culture à une échelle large des plantes génétiquement, des cultures transgéniques, des plantes génétiquement modifiées. On dit Norbert ou Nestor, pardon. Bon, en fait, donc ça fait donc, je compte mal, là, la 16e année, 17e. Maintenant en 2013, depuis beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et puis les cultures transgéniques représentent à peu près 172 millions d'hectares dans le monde. C'est à peu près 3 fois la superficie de la France, si je ne m'abuse. Et c'est cultivé quand même, c'est quand même quelque chose de relativement éprouvé, c'est cultivé par 17 millions d'agriculteurs. Ces plantes génétiquement modifiées présentent un certain nombre de traits. Les plus courants sont la tolérance à certains herbicides, c'est-à-dire on plante, on fait la culture et puis on plante, ça évite un certain nombre de passages de machines. On peut utiliser un seul herbicide auquel aucun adventice n'échappe, il n'y a que la plante qui nous intéresse et qui est cultivée, qui reste sur pied, quoi. Donc ça c'est le premier caractère utilisé dans les plantes transgéniques. Il y a aussi très répandu la résistance à des insectes ravageurs, c'est-à-dire que la plante, au lieu d'utiliser des insecticides, la plante produit sa propre protection finalement. Des résistances à des virus, comme ça a été le cas dans pour la papaye hawaïenne qui était menacée de disparition et qui a été finalement sauvée grâce à ça. Et puis plus ça va, bon au départ c'était vraiment des choses très très limitées, et puis plus ça va, plus les applications technologiques varient. Il y a notamment récemment des pommes de terre génétiquement modifiées qui permettent une production avec plus d'amidon. Ça, c'est pas destiné à la consommation, c'est pour l'industrie. Et donc, bon, je vais pas tous citer, je vais peut-être avancer un petit peu. Les caractères de tolérance à la sécheresse, au stress hydrique, etc. Et puis, d'autres pistes qui sont en cours de développement, comme des aliments qui sont enrichis nutritivement, comme par exemple le riz doré qui est enrichi en bêta-carotène pour lutter contre les carences en vitamine A. Voilà. Ça va ? Je peux continuer ? Donc, disons que pour situer un petit peu le débat puis le contexte dans lequel intervient cette étude, malgré, disons, l'expérience, on a toujours des débats assez lunaires sur les dangers des plantes génétiquement modifiées. On a d'un côté les fantasmes et de l'autre côté la réalité. Alors sur les dangers allégués, il y a à peu près tout, je dirais, tout fléau que l'imagination peut construire. C'est-à-dire que si on cherche dans
sur les sites anti-OGM, on peut absolument tout trouver. Je vais donner, bon, alors sur la toxicité des plantes génétiquement modifiées et des aliments issus de ces plantes, bien évidemment, c'est un dogme, quoi, même si ça n'a jamais été prouvé. Il y a des choses sur la contamination de la chaîne alimentaire, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que, ça c'est dans le discours notamment de Greenpeace, en gros pour simplifier, hein, mais c'est quand même le fond du discours, une vache va manger de la luzerne génétiquement modifiée, son lait va être génétiquement modifié, vous allez boire du lait et puis donc vous allez, qui sait, acquérir des caractères bizarroïdes. Vous êtes susceptible de vous transformer vous-même en organisme génétiquement modifié. Naturellement, c'est du... Il pousse des feuilles, quoi. Hein, c'est du fantasme, quoi, ça. Bon, passons sur... y compris les politiciens qui sont pas les derniers à fantasmer sur ces trucs-là. Par exemple, c'était en 2007, tant que je le sache, Ségolène Royal, la présidentielle. Pour la présidentielle, elle a affirmé qu'il y avait un rapport secret, naturellement, c'est beaucoup plus confortable, comme ça, ça dispense de fournir la moindre preuve. Si le secret, on peut que le citer, mais pas le montrer, que les OGM, naturellement, pas un particulier, seraient un danger pour le fœtus. Voilà, c'est un exemple. Un truc aussi, bon, classique, c'est qu'un seul gène est lâché dans la nature et tout est dénaturé, c'est-à-dire que le fait qu'on postule que un gène en particulier qui est dans une plante donnée va se disséminer et puis créer des dégâts irréversibles, voire contaminer toute la planète. Pour l'instant, il faut bien dire qu'on n'a encore rien remarqué de tout ça. Depuis le temps que le discours existe, on aurait bien dû remarquer ça. Il y a quelques fantasmes qui sont du style de ceux de Marie-Monique Robin, c'est-à-dire que les OGM pourraient fabriquer des prions pathogènes, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle la maladie de la vache folle. Or, par exemple, les végétaux ne produisent pas de protéines de type prion. Bon, mais il suffit que quelqu'un émette l'idée pour que ce genre de risque allégué circule notamment sur Internet. Bon, il y a aussi eu des trucs très cocasses, une prétendue étude russe qui menait sur, je crois que c'était des cobayes, où à la 3e génération, les cobayes développaient des poils dans la bouche. Il y a tout, hein, voilà. Et il y a même eu une histoire, une biologiste russe qui a développé une théorie, naturellement bien échevelée, comme quoi les OGM allaient provoquer allaient accélérer le réchauffement climatique. Alors ça, après, par quel mécanisme, on ne sait pas. C'est pour dire, si vous voulez, dans quel contexte l'allégation de dangerosité des OGM, et puis donc cette étude vient conforter bien des préjugés quelquefois un peu ridicules. On peut continuer. Bon, je propose, parce que ça va être trop long sinon qu'on passe là-dessus, moi, je voulais insister pour donner un exemple, deux exemples particulièrement forts de manipulation. Hein, bon, c'est dans le cas du riz doré notamment, où il y a les anti-OGM allèguent que en fait, ce riz doré a été fait pour combler des carences en vitamine A dans certains pays où c'est un des aliments de base, quoi. Donc la réalité, c'est que on a calculé qu'il fallait à peu près 100 grammes de riz doré pour avoir les apports nécessaires en vitamine A. Et puis, chez les anti-OGM, la quantité alléguée, c'est plusieurs kilos. Alors que les expériences scientifiques ont démontré qu'une ration quotidienne suffisait, quoi. Bon.
Il y a eu aussi des fantasmes sur un maïs mexicain dégénéré. Bon, je propose de passer parce que je ne veux pas trop m'étendre. Donc il y a tous ces fantasmes et puis il y a les réalités, c'est-à-dire que ça fait quand même 17 ans qu'on cultive ces plantes et qu'aucun des fléaux allégués ne s'est à l'évidence réalisé. Bon, il y a eu, on ne peut pas dire pour autant qu'il n'y a jamais eu de problème parce que, comme toute nouveauté, tout n'est pas prévisible. Il y a eu par exemple un cas avéré de soja génétiquement modifié qui s'est avéré allergène. Bon, de fait, il n'a jamais été commercialisé. Mais c'est-à-dire qu'on a détecté au cours de sa mise au point et puis des tests que la protéine qu'il produisait était susceptible d'être allergène pour certaines personnes, et puis on l'a abandonné. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'apparitions de résistance. Par exemple, les plantes résistantes à certains insectes, à un moment donné, elles ne sont plus forcément très efficaces sur une partie des populations qu'elles ciblent. Voilà, des résistances aussi de certains adventices. En fait, c'est les herbes, les herbes envahissantes. Les adventices. Ouais. Donc ça, c'est une réalité, c'est apparu. En même temps, c'est pas vraiment une surprise, c'est pas une catastrophe non plus, c'est un inconvénient. Voilà. Bon. Ce qui me semble évident, c'est qu'il n'y a aucun, sur les choses qui sont arrivées, il n'y a aucun problème qui soit spécifique au fait que ces plantes soient génétiquement modifiées, c'est-à-dire qu'avec des plantes conventionnelles, l'utilisation de produits phytosanitaires classiques, on arrive exactement au même type de problème. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le mythe, il y a un mythe, c'est finalement pourquoi les gens sont souvent contre les OGM, parce qu'on leur a inculqué qu'il y a un franchissement de la barrière d'espèces, et que ça, apparemment, c'est une violation des lois de la nature, que c'est presque un péché pour certains, comme par exemple le prince Charles qui dit que avec les OGM, l'homme se prend pour Dieu, et donc forcément c'est un péché, quoi. Et c'est quand même assez répandu dans le milieu des anti-OGM. Et alors, c'est là qu'on arrive à notre fameuse étude. L'étude, donc, elle a été menée par le fabuleux professeur Gilles-Éric Serralini, qui est membre d'un organisme qu'on appelle le CRIGEN, le Comité de recherche indépendant et d'information sur le génie génétique. Voilà comment ça s'appelle. Voilà, je l'avais marqué. C'était pas la peine d'essayer de m'en souvenir. Donc, toute la question est de savoir indépendant de qui et de quoi, puisque, comme pas mal d'ONG, ils reçoivent des financements de gens qui ne sont pas forcément, de financement privé. De qui donc on ne sait pas trop, puisque l'étude en question a été produite notamment par Carrefour et par Auchan, d'autres petites PME comme tout le monde le sait. De quoi surtout, parce que, en science, être indépendant, c'est surtout, je pense, c'est être neutre, finalement. C'est-à-dire qu'on recherche des causes, des effets, une vérité objective. On n'a pas, donc, on ne milite pas pour quelque chose quand on fait une expérience scientifique. Or, c'est aussi bien Serralini que les membres du CRIGEN ne sont pas du tout indépendants de ce point de vue-là. J'ai pris une citation notamment du président du conseil d'administration du CRIGEN, donc cet organisme qui a organisé l'étude, qui nous dit « La transgénèse est une transgression qui va à l'encontre des principes éternels établis par les mythologies les plus anciennes. » Bon, c'est dire quand on prétend faire de la science, partir avec ce préjugé-là, c'est quand même, ça pose problème. Signalant au passage que je pense que ce monsieur, il est contre les OGM, mais plus largement, en gros, les OGM, c'est comme les métèques, c'est comme le brassage des populations, c'est pas naturel tout ça. Il a quand même des idées assez, à peu près de quoi il s'agit.
Bon, parmi le personnel nutrigène, il y a aussi un fameux Christian Vélo qui signe dans certaines pétitions, qui fait des conférences naturellement qui n'a jamais travaillé lui-même. Il est biologiste moléculaire, mais il n'a jamais travaillé sur les PGM directement. Par contre, il signe certaines pétitions en tant que conférencier anti-OGM. Donc, c'est les mêmes, partageant les mêmes pétitions et tout ça, on peut quand même se dire que, partant avec ces idées-là, quelqu'un qui mène une étude comme ça, va pas forcément avoir un point de vue tellement neutre, et puis le reste va quand même le confirmer. Bon, d'autre part, ce fameux Crigène a des liens avec des mouvements qui sont quand même un petit peu limites, qui pourraient faire l'objet d'investigations chez vous. La fondation Denis Guichard, un mouvement qui s'appelle IVI, qui a été classé comme secte, à un moment donné, secte guérisseuse, signataire d'un manifeste de l'Acécomède, qui milite essentiellement contre la médecine, disons, qu'on considère comme moderne, et pour les médecines traditionnelles, les médecines alternatives et tout ça. Voilà un petit peu le cadre de ces gens qui prétendent révolutionner l'évaluation scientifique des OGM. Alors, donc l'étude qu'ils ont menée, c'était prétendument une étude unique en son genre, la plus longue et la plus détaillée. C'est-à-dire que ils se plaignent qu'il n'y ait pas d'études systématiques à 2 ans de la toxicité sur des rats, de la toxicité des OGM. Voilà en réalité ce que la plupart des gens forcément ignorent, c'est que l'évaluation des OGM avant la mise sur le marché, c'est-à-dire que c'est pas le comité scientifique qui examine ceux-là qui se prononcent, il émet sur la base d'un dossier d'évaluation un avis favorable ou pas. Après, c'est la Commission européenne ou le gouvernement français, etc., qui se prononce pour ou contre. Lui examine un dossier, les preuves scientifiques de l'innocuité de ces OGM, et il se prononce pour ou contre. Donc en fait, contrairement à ce qu'on fait croire, c'est vachement détaillé et vachement minutieux comme examen. Donc on s'intéresse là c'est les OGM en général, puisqu'ils n'examinent pas que les plantes. Et pour les plantes, il faut avoir une description détaillée des propriétés agronomiques, c'est-à-dire du caractère d'intérêt qu'on est censé apporter. Là je passe sur les détails techniques, mais en gros, il faut s'assurer que le gène étranger qui a été apporté, ou les gènes qui ont été apportés, ne codent que les protéines espérées, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en route d'autres, qui ne déstabilisent pas l'organisme finalement. Parce qu'il y a certaines régions des transgènes qui pourraient faire en sorte que des gènes qui ne sont pas exprimés par ailleurs s'expriment et codent de nouvelles protéines. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui. Donc, et puis la concentration, ce qui est important, des protéines codées par les nouveaux gènes, les gènes insérés, un truc qui est très important, c'est l'équivalence en substance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte la preuve que l'organisme génétiquement modifié ne varie pas essentiellement de ses parents les plus proches. C'est-à-dire que sa composition, en gros, ne doit varier, doit être équivalente à ses parents, à l'exception des nouveaux gènes qu'il code, qu'il n'y ait pas des effets inattendus sur la composition générale des aliments. On vérifie aussi la toxicité
des protéines qui sont codées par les transgènes. On fait une étude sur des rats à 3 mois pour tester ce qu'on appelle la toxicité subchronique de l'aliment, par exemple s'il s'agit du maïs en question. Des tests d'allergénicité, et ce qu'on appelle des tests d'alimentarité. Je commence à bafouiller. Voilà, donc, voilà. Ouais, si je veux bien voir un peu. Tu chercheras là. Merci. Tiens. Ah ben, parfait. Tiens, un verre d'eau. Non, ça va aller, c'est très bien. Mais on est à l'image, pas à l'image. L'abus d'alcool nuit à la santé. À consommer avec modération. C'est évident. On peut continuer? Donc, finalement, il y a quand même beaucoup de tests qui sont faits avant qu'un OGM soit autorisé par les agences scientifiques. Mais naturellement, les qui sont anti de toute façon disent bah, c'est pas suffisant. Notamment, ils s'en prennent au fait que les tests de toxicité sur les rats soient faits qu'à 3 mois. Et ils disent bah, c'est évidemment pas suffisant, 3 mois, vous vous rendez compte, etc. Il faut faire des tests sur toute la vie d'un rat, c'est-à-dire à peu près des tests sur 2 ans. D'où la survenue de l'étude de Serralini. C'était une étude sur 2 ans. Alors, concernant ça, on peut déjà remarquer que si il y a des aliments, si tous les aliments conventionnels devaient subir les mêmes tests que les OGM, je pense qu'on ne mangerait pas grand-chose. Notamment en termes d'allergénicité, de toxicité et tout ça, bon, je pense que le kiwi ne passerait pas le cap, le café, tout un tas de choses. La muscade, le girofle, la cannelle, la noix, le laurier, les cacahuètes. Ce qui est déjà à noter, c'est qu'on exige des choses mais vraiment fantastiques pour les OGM, alors qu'on ne se pose pas la question des risques de santé pour la plupart des aliments qu'on consomme. C'est déjà, point de vue rationalité, douteux. Oui, mais un poison naturel, c'est moins dangereux. Oui, bah ça part de ça. La digitale et la ciguë, on s'en est preuve. Ouais. Et le tabac aussi. Alors, d'autre part, il y a un truc ça paraît de bon sens de dire, ben, on va allonger les tests sur l'herbe, comme ça on aura une certitude. Bon, il faut savoir que déjà, des tests de long terme, c'est-à-dire sur 2 ans, sur des rats et sur d'autres animaux ont été faits, environ une 50aine, hein, pas sur tous les OGM, mais ils n'ont rien apporté de probant, quoi, ni dans un sens ni dans l'autre, et ça pour des raisons plutôt techniques. De toute façon, ce qui est clair, c'est que pour la majorité des toxicologues, les études subchroniques à 3 mois sur des rats sont considérées comme suffisantes pour détecter un problème si jamais il y en avait. Parce que 3 mois, il faut quand même se dire que ça représente, si on fait des proportions là comme ça représente à peu près de 10 ans de la vie d'un homme. Donc, s'il y avait des débuts de problème, on devrait quand même commencer à en voir les signes. Et puis, il y a quelque chose auquel je pense que pratiquement aucun anti-OGM a pensé, c'est que de toute façon, on ne mangera jamais, admettons qu'on vit en moyenne 80 ans, on ne mangera jamais le même OGM pendant 80 ans. C'est-à-dire que, vu la durée de vie d'une plante qui est actuellement mise en culture, etc., tous les 5 ans, en fait, une variété de plantes données disparaît quasiment de la culture au profit d'autres variétés. Donc, finalement, tester une même plante, qu'elle soit génétiquement modifiée ou pas, sur tout l'équivalent de la durée de vie, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis d'autre part, il se trouve que, bon alors ça c'est pas moi qui le dis parce que je ne suis pas un toxicologue, mais qu'il est extrêmement difficile de mettre en évidence quoi que ce soit sur une étude de toxicité à long terme pour un aliment donné. C'est-à-dire qu'on sait faire des études de toxicité pour un produit, pour une molécule donnée. Par exemple, je ne sais pas moi,
un médicament, etc. On sait mettre en évidence un effet pour ça. Par contre, pour un aliment complet, on ne sait pas trop le faire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances finalement même si on disait on va le faire quand même, de toute façon, mettre en évidence quelque chose, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on soumet notamment les cobayes, les rats, à des régimes totalement improbables, qui fait que c'est pas du tout réaliste par rapport au modèle alimentaire. C'est-à-dire que les rats, ils mangent que ça. Oui, voilà, oui. C'est des régimes qui sont improbables et totalement déséquilibrés, donc de toute façon, voilà. Nestor. Nestor, pardon. Alors, bon, mais Serralini a voulu prouver que tout le monde avait tort. Et disons qu'il était... Donc l'étude dont on parle là date de 2012, mais il n'est quand même pas à son coup d'essai. C'est-à-dire qu'il a publié au total 7 articles dans des revues scientifiques avant celle-ci, ou 6, je sais plus, c'est la 7e ou la 8e. Et puis, il y a déjà dans les études qu'il avait publiées, tous les ingrédients qui annonçaient que celle qui a fait le buzz serait irrecevable. C'est-à-dire qu'il déploie des méthodes. Bon, j'ai essayé de trouver une formule, c'est en gros, on torture éventuellement les rats, mais aussi les chiffres, pour leur faire avouer ce qu'on a envie qu'ils disent, quoi, en gros. C'est le cas de sa première analyse, où en fait il a pris une étude de toxicité sur un maïs génétiquement modifié, et il a réanalysé les chiffres. Voilà. Et donc, dans cette étude de réanalyse, il a fait 94 comparaisons entre des rats nourris aux OGM et des rats nourris avec du maïs conventionnel. Au passage, il a supprimé un certain nombre de groupes, qui était gênant, ce qui lui a permis d'augmenter le nombre de... C'est Virginie qui parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire que il a supprimé donc un certain nombre de groupes témoins, et il a, malgré donc cette manipulation, au passage, il a trouvé seulement 25 différences significatives. Non, pardon. En gros, quand on fait ça, on doit s'attendre à 25 différences significatives, ce qu'on appelle le seuil de 5%, et à 5 différences au seuil de 1%. C'est-à-dire que par le simple hasard, on doit s'attendre à ça. En procédant comme ça, il en a trouvé 33 pour les différences à 5%, et 4 pour les différences au seuil de 1%. Autant dire, pas de quoi fouetter un chat. En plus, tous les effets supposés présentaient des incohérences, c'est-à-dire il y avait des variations contradictoires entre dose à effet, entre sexe, c'est-à-dire qu'on trouvait par exemple que le poids des rats augmentait, mais celui des mâles diminuait, etc. Autant dire que rien de cohérent qui permette de sous-tendre une théorie comme quoi il y avait réellement le plus vraisemblable dans ces cas-là, on conclut à l'effet du hasard. D'autant plus que les différences qu'il avait trouvées étaient associées à aucune pathologie visible des animaux. Donc autant dire que c'était quasiment rien, ce qu'il avait réalisé. Par contre, pour se défendre, notamment sur les effets contradictoires, il a republié une étude, et là c'est quand même formidable, c'est pour dire un petit peu la mauvaise foi de l'homme. On peut avancer, Nestor. Voilà, la réponse, c'est tout simple, un joli sophisme. Eh ben, les mâles et les femelles, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je suppose Nicolas Beauvry. En gros, voilà. Il a levé une oreille. Alors, on ne va pas dire, certes,
Présente quoi? Alors, en fait, ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr qu'il ait compris, il a fait ce qu'on appelle, tu dois connaître, une analyse en composantes principales, voilà, où il a projeté à telle date les mâles et les femelles. Et en fait, si vous voulez, c'est une représentation statistique qui permet de représenter des individus selon leurs caractéristiques les plus discriminantes, hein. On va dire ça pour simplifier ce qui les sépare le plus. Voilà. Et donc, il arrive à un superbe graphique comme ça, où il dit, bah, vous voyez bien, c'est pas étonnant que les effets soient différents, parce que en fait, un homme, c'est pas pareil, enfin un mâle, c'est pas pareil qu'une femelle. Alors c'est quand même un super sophisme pour quelqu'un qui prétend faire de la toxicologie. D'autant plus, là, j'ai pas mis les détails, c'est que ce qui est représenté sur le schéma, c'est au prix d'une déformation extrême. C'est-à-dire que son analyse, ça représentait 40 et quelques pourcents de la variation totale, quoi. Ce qui est quand même très... C'est-à-dire que, en gros, il a trouvé dans l'arsenal statistique quelque chose pour étayer sa thèse. Il ne s'est pas demandé si c'était pertinent ou pas. Il a produit quelque chose comme ça. Voilà. Bon, c'est quand même un petit peu léger. Et donc, disons, moyennant, je passe parce qu'on pourra en dire très loin, beaucoup, finalement, on a été surpris en septembre parce que personne ne savait qu'il avait mené cette étude à 2 ans, mais finalement, quand on sait qu'il mène une étude, les résultats, on doit s'y attendre un petit peu. Si bien que, voilà, c'est un petit peu la stupeur début septembre 2012, quand on sort la grosse artillerie, le Nouvel Observateur publie cette une particulièrement violente. Oui, les OGM sont des poisons. Alors, au passage, on s'aperçoit de tout un tas de choses qui avaient été quand même préparées, outre que on avait cultivé de secrets pour mener cette étude. Alors, soi-disant, selon Serralini, c'est parce qu'il craignait finalement que, sachant ça, le laboratoire soit incendié, etc. Bon, ce qui est quand même... disons qu'en général, on a les expériences en matière de OGM, en France, on a à craindre uniquement des anti-OGM, hein, jusqu'à preuve du contraire, en matière de saccage et tout ça. Donc, il y a le secret, et puis, dans le même temps, au moment où paraît l'étude, il y a donc cette couverture médiatique, il y a la sortie d'un film tout en finesse de Jean-Paul Jau, basé sur pas Tchernobyl, Fukushima, et puis donc l'expérience de Serralini, tous cobayes, plus un livre qui paraît en même temps que l'étude de Serralini, un livre de Corinne Lepage, un direct qui est organisé, qui a lieu le jour même de la parution du Nouvel Observateur, un direct dans le journal de Canal+, avec une expression de pluralisme sur l'opinion des OGM. En fait, il y avait invité Serralini et puis José Bové, c'est bien quand même l'esprit contradictoire qui va régner dans ce genre d'émission, et un reportage qui est programmé sur F5. Donc ça a quand même été sacrément bien préparé. Hein. Alors, Je veux bien. Je vous demande. oui, oui. Alors, outre la couverture médiatique qui a été organisée par le CRIGEN, il y a une chose qui est, je ne sais pas, mais qui est absolument inédite à ma connaissance, c'est que avec les journalistes complices, dont celui du Nouvel Observateur, le CRIGEN a négocié une clause de confidentialité. Attention, c'est pas un embargo, c'est-à-dire qu'on s'engage à ne pas publier l'étude avant qu'elle soit publiée par la revue en question. Ça, c'est normal. Par contre, ils ont, obligé les journalistes à se soumettre, ils ont interdit aux journalistes de soumettre l'article à des avis scientifiques extérieurs. Ça, c'est, à ma connaissance, jamais vu. Alors, ce qui leur laissait finalement plusieurs jours pour déployer leur propagande comme ils le voulaient. Voilà.
On ne peut pas habituellement, bon, on questionne des scientifiques connus dans leur domaine pour leur demander leur avis, ce qui permettrait au moins de nuancer un certain nombre de choses. Là, l'étude n'est pas encore parue et la propagande commence. Malheureusement, il y a bien des journalistes qui ont joué le jeu. Je pense que... Hein? Oui, oui, certains. Certains, pas tous. Hein. Il faut bien signaler que, par exemple, Sylvestre Louet de Libération a tout de suite dénoncé ça comme... Racontal aussi, d'autres au Monde aussi. Au Monde, c'est moins évident. C'est plus ambigu, quoi. Et nous étant de l'OZ à refuser. Et l'OZ. Bon, malgré tout, donc, pendant quelques jours, ils ont eu, disons, le monopole de l'expression, mais il y a eu des réactions quand même assez rapides, c'est-à-dire que dès que l'article a été publié dans FTC, Food and Tolerance, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été très rapide. D'abord l'expression individuelle d'experts en matière de toxicologie ou de biotechnologie. Et puis donc finalement, comme attendu, il y a la condamnation. Bon, il y a 13 agences d'évaluation scientifique sur le plan international, les représentants de 6 académies des sciences, technologies, agriculture, etc. françaises, et puis au bas mot plusieurs centaines de scientifiques de tous les pays qui sont exprimés. Leur conclusion est unanime. L'étude présente d'énormes défauts méthodologiques, des interprétations biaisées, puis des conclusions totalement irrecevables. J'ai pris quelques expressions retrouvées dans la presse, des lacunes rédhibitoires pour cette étude, et même dans la presse anglo-saxonne qui prend moins de gants que nous, un parfum de fraude. Tellement, je veux dire, vu la conception de l'étude. Alors, quelques éléments sur cette étude. C'est donc une étude à 2 ans sur le nourrissage de rats nourris au maïs, un maïs résistant à un herbicide, le Roundup, abreuvé ou alors abreuvé au Roundup, ou alors avec les deux, maïs plus Roundup. Le protocole, c'est 10 rats par sexe, sexe et par groupe, un seul groupe témoin pour 9 groupes traités, c'est-à-dire, j'ai dit, soit OGM, soit Roundup, soit les deux, et puis pour chacun 3 doses différentes. Donc déjà on peut remarquer que c'est pas du tout un protocole normal, c'est-à-dire que normalement, opposer un groupe témoin à 9 groupes, on se doute bien que on a forcément des chances de trouver c'est ce qu'il va faire naturellement, de pouvoir exploiter des résultats défavorables dans au moins un des groupes traités. Le calcul de probabilité ne doit pas être très compliqué à faire, je vous le laisse faire. Et c'est naturellement ce qu'il a exploité. Et c'est tellement vrai, c'était tellement énorme qu'il n'a pas calculé un seul test de significativité statistique pour les principales mesures, notamment la mortalité, les tumeurs énormes qui a fait justement dont il s'est servi pour sa communication et tout ça. Ce qu'il a fait, c'est ce que Alain Devecq, un toxicologue reconnu, a appelé le hasard organisé. C'est-à-dire, on multiplie les tests dans tous les sens, les mesures et tout ça, aucun par un plan d'analyse, mais a priori, dans tout ce fatras de chiffres, on va bien trouver quelque chose au soutien de notre thèse, et puis on va oublier tout ce qui contredit la thèse. Voilà. Et donc trouver quelque chose, vu le protocole, il n'y avait aucun mal à en trouver. Hein. Alors, quelques exemples de choses, enfin de passe-passe dans cette étude, c'est par exemple, il a calculé, comme ça personne n'a compris pourquoi, une durée de vie moyenne des rats diminuée de ce qu'on appelle une erreur type en statistique, et
Seuls les rats morts avant, c'est-à-dire il a retiré, je crois que pour les mâles par exemple, ça a été 622 jours moins 21, donc il a retiré cette erreur type, il a dit, bah voilà, on prend en compte seuls ceux qui sont morts avant. Et alors là c'est formidable parce que il s'est dispensé de préciser que les données étaient faussées parce qu'il avait sacrifié un certain nombre de rats auparavant. On ne sait pas trop sur quels critères, mais voilà, donc on ne sait pas la durée de vie des rats s'il ne les avait pas sacrifiés. Et d'autre part, il refuse de prendre en compte tous les rats qui sont morts après, parce qu'il dit, bah, ceux-là, on ne sait pas trop finalement de quoi ils sont morts. Ils sont peut-être morts de vieillesse. Sauf que c'est vachement arrangeant, cette histoire-là, parce que là, si on prend les rats qui survivent en fin de parcours, bah, par exemple chez les mâles, le groupe témoin, c'est l'avant-dernier. C'est-à-dire, c'est presque un des plus mauvais. Sur les 10, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire c'est presque le groupe où il y a le moins de survivants. Donc finalement, on pourrait se dire, oui, effectivement, ils sont peut-être morts de vieillesse, comme si on n'était pas capable de savoir de quoi ils étaient morts. Mais il se trouve que, visiblement, il y a des rats qui meurent de vieillesse plus jeunes que d'autres, quoi. Il y a un tableau assez intéressant où on voit le nombre d'euthanasies, le nombre de morts, et en fonction des différents groupes. Et ce tableau, il résume, je ne sais plus si c'est un tableau qui vient de la Publi ou que vous, les gars de la FIS, ont fait. Et on voit assez bien la dimension arbitraire, comme ça, par exemple des euthanasies qui sont plus nombreuses dans les groupes qui sont testés que dans les groupes de contrôle, quoi. Oui, oui. Mais là, donc, bon, c'est pour essayer de donner un exemple d'un plus concret. Admettons que l'espérance de vie soit de 78 ans pour les hommes. Vous vivez jusqu'à 85 ans, vous mourrez. Il y a quand même bien des cas où on peut dire il est mort de vieillesse ou il est mort d'une affection déterminée, quoi. On peut quand même largement soupçonner qu'il ait choisi ces critères simplement au moment où la différence de mortalité était la plus défavorable aux rats traités, quoi. Ça paraît évident. On peut continuer. D'autant qu'on ne meurt pas de vieillesse. Quand tu meurs toujours de quelque chose. Oui, de quelque chose. Mourir de vieillesse, c'est mourir de quelque chose quand tu es vieux, en fait, quoi. Et que parce que le gars il est vieux, on fait l'économie de savoir pourquoi il est mort, en fait. Oui, oui. Mais il est mort d'un arrêt cardiaque, d'un AVC, de quelque chose, quoi. Non, mais exactement. Hein. Bon, alors, exemple formidable de la sélection des résultats, c'est que on lit dans la publication, en fait, comme dans les précédentes publications, les résultats apparaissent de manière totalement chaotique. C'est-à-dire que les traitements sont de 11% en OGM, par exemple 22%, 33%. Selon les critères, la mesure la plus défavorable se passe à 11%, des fois à 22%, des fois à 33%. Des fois à 33%, c'est la mesure la plus favorable. Et exemple de ça, il écrit, avant cette période, 30% des mâles du groupe de contrôle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas mangé d'OGM ou quoi que ce soit, et 20% des femelles sont mortes spontanément. Là, il appelle ça la mort spontanée, ce qui est quand même aussi bizarre. Alors que jusqu'à 50% des mâles et 70% des femelles nourries sont mortes dans certains groupes nourris au maïs GM. En fait, il aurait très bien pu écrire l'inverse, parce que, en fait, avant, il aurait pu écrire, par exemple, qu'il y avait les rats du groupe de contrôle mouraient plus tôt que certains groupes ayant mangé des OGM, et dont les résultats étaient plus favorables. En fait, on sélectionne, on choisit d'interpréter un résultat qui est défavorable aux OGM, alors qu'on pourrait, parce que c'est visiblement purement le fruit du hasard, on pourrait très bien inverser la relation. Autre exemple, et puis on ne va pas détailler davantage, sur les tumeurs. Selon les spécialistes, pour faire une étude à 2 ans et faire une étude de cancérologie, il faut 50 rats, un minimum de 50 rats par groupe étudié.
pour une étude cancérologique qui tient la route. La sienne en comporte 10 seulement. Et puis, autre problème, il a quand même choisi de commenter des résultats qui étaient absolument sans valeur statistique, c'est-à-dire qu'on peut attendre, ils étaient à peu près conformes à ce qu'on doit attendre par les hasards de l'échantillonnage. Et là, ce qui est formidable, ce qui prouve quand même qu'il a complètement bâclé son protocole, c'est qu'il dit, vous voyez, hein, dans certains groupes nourris aux OGM, les femelles, elles ont jusqu'à 80%, en fait, 8 femelles sur 10 ont développé des tumeurs. Sauf que quand on regarde la littérature scientifique sur ce point-là, et ben, sur cette souche de rats en particulier, on s'attend en moyenne à avoir 70% de femelles qui développent le cancer. Donc 80% par rapport à 70%, autant dire que c'est absolument pas significatif. Que 10 rats. Surtout que tu as dit rats, ouais. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30% de chance, si on fait le calcul de probabilité, d'avoir, dans des groupes de rats comme ça, d'avoir au moins 8 rats qui développent des tumeurs. Par contre, il n'a que 2 rats dans le groupe de contrôle qui ont des tumeurs, et là, on a 1% à peu près de chance d'avoir un tel résultat. Autrement dit, l'anomalie, elle n'est pas dans les rats traités aux OGM, elle est, peut-être par le hasard, mais au moins il aurait dû se poser des questions, elle est dans le groupe témoin. C'est dire le sérieux avec lequel il a mené son étude. D'autant qu'il n'en discute pas dans sa publi. Hein? D'autant qu'il n'en discute Ah pas dans non, sa pas publi. du tout. On Non. peut dire, je trouve ça bizarre, et ne même pas en parler. Bah non, parce que telle n'est pas son but. Hein. Alors, il y a aussi dans sa publication des explications très échevelées, basées sur des résultats très bizarres. Alors, par exemple, donc les résultats ne sont pas significatifs, mais peu importe, il les commente comme ça et il tente de les expliquer. Et il a trouvé un truc qui dit, en gros, il dit, mais voilà, le fait de manger des OGM, ça, ça annule des protections, des mécanismes de défense des animaux qui permettent de se protéger contre le Roundup, ce qui est quand même formidable. Hein. Il fallait y penser. Et puis, voilà, on n'est même pas sûr que l'effet existe, mais on a l'explication de l'effet. Ça, c'est bien. Et puis, il dit, par exemple, un mécanisme de protection qui réside dans l'acide caféique qui est dans les aliments. Et ben, on a mesuré dans les rations non-OGM et dans les rations OGM, et on a trouvé une différence, alors là j'ai plus les chiffres, une teneur moindre d'acide caféique de l'ordre de 70% ou quelque chose comme ça. Et, sauf que quand on recherche bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'acide caféique ou des quantités infinitésimales dans le maïs. Donc l'explication, elle ne peut pas venir de là. Soit il y a eu une mauvaise mesure, soit il y a eu je vais dire un bidonnage, mais c'est off. C'est-à-dire qu'il a prétendu trouver la cause dans une substance qui n'existe pas dans le maïs, qu'il soit OGM ou pas. Voilà. C'est quand même étrange. Voilà. Puis, alors là, c'est quand même ça sera le dernier commentaire sur cette étude. On s'est aperçu que il avait communiqué essentiellement sur les tumeurs, qui étaient énormes et qui, au passage, qu'il n'aurait pas dû laisser se développer. C'est-à-dire que on considère dans les spécialistes de l'éthique d'expérimentation animale considèrent qu'on doit sacrifier les rats s'ils développent des tumeurs égales à 10% de poids. Si ça dépasse ce seuil, on les euthanasie. Lui, il a laissé, pour en prendre des photos croustillantes, développer des tumeurs qui allaient, c'est lui qui le dit, jusqu'à 25% du poids. Donc là, c'est clairement encore une faute de goût. Et puis, surtout, alors ça, c'est quand même... Esthétique, pas d'esthétique. Pas d'esthétique. C'est moche. Non, mais c'est que les tumeurs, c'est pas la même consistance quand tu manges le rat. C'est quand même un truc, ça c'est paru, ce jeu de photos, c'est paru dans l'article scientifique. Hein.
Et en fait, il compare, comme par hasard, il donne un jeu de photos où on voit ça, dans le groupe témoin, celui qui n'a pas mangé d'OGM et quoi que ce soit, on voit un rat qui est, oui c'est un rat ça, assurément, qui a l'air sain et tout ça, et puis tous les autres qui sont des organes dégradés. Voilà, etc. Et puis il y a un membre du Haut Comité des biotechnologies qui a posé une question naïve, mais au fait il a montré des photos nourris aux OGM avec d'énormes tumeurs, pourquoi ils ne montrent pas des rats normaux? Et en fait, quand on regarde la légende, on s'aperçoit que à chaque critère, il a changé et de rat traité et de témoin. C'est-à-dire qu'il a choisi les photos qui étaient les plus croustillantes. Mais par contre, à chaque fois, pour le témoin, il a été obligé de prendre un autre rat, parce que les autres ne devaient pas être suffisamment présentables pour présenter ces photos-là. Alors c'est quand même encore une pratique qui est... tu veux dire que par exemple le foie abîmé ne correspond pas au rat qui a la tumeur en dessous et ainsi exactement, de suite. Chaque fois, voilà, chaque fois. Donc, là j'ai pas le décompte, mais effectivement, là il y a des photos d'organes de rats. Donc là il ne présente pas, par exemple, de rat témoin, ce qui veut dire que très probablement il n'en a pas trouvé un de suffisamment présentable, sinon il aurait mis, hein, on ne voit pas pourquoi. Et puis à chaque fois, dans les témoins, là il y a un numéro qui correspond au numéro de rat dans le lot, à chaque fois il change. Ce qui veut dire que sous un angle, il y en a un de présentable, mais sous un autre angle, il n'est pas présentable non plus. Donc, je veux dire, j'ai appelé ça jeu de bonetto parce que, je veux dire, pour entourlouper les gens, on peut difficilement trouver pire. Ce qui est quand même curieux, par contre, c'est que dans une revue à comité de lecture, on est laissé passer ce genre de choses. 1 heure. Okay. Hein? Pile. Donc je vais conclure assez rapidement, excusez-moi. Donc oui, c'est la question qu'on peut se poser. Comment une telle étude, donc qu'elle passe dans les médias, c'est une chose, hein, on sait comment fonctionnent les médias, mais que ça passe dans une étude qui a quand même une bonne réputation, comme Food, je vais dire FTC parce que j'ai un accent, c'est quand même surprenant. Hein. Bon, elle a ce qu'on appelle un impact factor, c'est un facteur de notoriété, on va dire, qui est très imparfait, mais qui est relativement bon. Mais on sait que ce n'est pas un critère absolu d'autre part. Mais l'étude est tellement biaisée qu'on se dit quand même des relecteurs d'une revue scientifique de ce niveau-là ne devraient pas laisser passer un truc comme ça. Et en fait, il y a une explication qui a été donnée par le journal Nature, qui a retrouvé un certain Domingo, qui est le manager de cette étude, et qui a dit non, nous on n'a vu rien, on n'a rien trouvé à redire, il n'y a aucun signal d'alerte qui s'est allumé au cours du processus de relecture par les pairs pour l'étude de séralité. Alors on peut se demander pourquoi tant d'indulgence finalement, puisque ce même Domingo est lui-même auteur de 2 études où il dit que l'évaluation des OGM est totalement insuffisante et tout ça. Et il dit, par exemple, on n'a pas testé la possibilité de transfert de gènes de l'organisme vers le consommateur. Ce qui est quand même un truc très très spéculatif, hein, puisque quand on mange par exemple de la salade, on est rarement, je veux dire, on a rarement des gènes de salade qui s'incorporent dans notre ADN. Donc pourquoi pour les OGM on en serait différent, je ne sais pas. Mais bon, ça donne un petit peu l'idée de l'individu. Et alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il se trouve que ce type a été sélectionné pour manager la relecture de l'étude de Serralini. Donc il est très exigeant quand il s'agit de prouver l'innocuité des OGM, mais pour l'étude de Serralini, il n'a pas été très exigeant par contre. Bon, alors, en guise de conclusion, je voulais dire que j'attends avec impatience le concours de l'OSFA de Lausanne, mais je regrette qu'on n'ait pas invité Serralini, parce que je pense qu'ils
aurait battu avec la couture. Quoi. Je suis pas sûr. Non voilà, bon, je vais arrêter là parce que bon, je passe les théories du complot. C'est-à-dire que face au déluge de critiques, là il a trouvé qu'en fait il était confronté à un réseau mafieux des OGM, dont je fais partie. Ça se voit un peu à ta tête quand même. Hein. Moi j'ai une question. Alors c'est la présentation de Virginie Bagneux qui a mis le bordel, il faut le dire. Mais je me demande dans quelle mesure les publications sur ce thème-là, de manière générale, sont pas aussi peu sérieuses finalement que celles de Seralini. Et que si on a réagi sur celle-ci, c'est parce que l'impact médiatique et la hauteur des affirmations était telle qu'on était obligé de réagir. Et je me demande si les biais qu'on montre, les libertés prises avec les photographies, enfin les illustrations et tout ça, se retrouvent pas un petit peu dans toutes les publications, et dans quelle mesure, s'il y a eu une réaction à ce moment-là, c'est pas parce qu'il disait la vérité, je suis pas du tout convaincu de ça, mais c'est parce qu'à ce moment-là, d'un coup, ça prenait une exposition telle qu'il fallait réagir. Est-ce que tu t'es... J'ai mon idée là-dessus, mais il y a peut-être des gens qui l'ont bien. Alors, il y a une réponse d'un scientifique suisse qui s'appelle Marc Robinson Rechiali qui avait fait un article dénonçant l'étude de Seralini et qui a posé la question, mais c'est quoi les autres études? Et donc il a testé, il a regardé 2 autres études qu'il a trouvées très mauvaises, mais qui n'avaient rien, la mauvaise qualité n'avait rien à voir avec celle de Seralini. Et puis il y a 2 points. Avoir une étude de mauvaise qualité, c'est une chose. Avoir une étude de mauvaise qualité et la présenter d'une manière qui... Tu vois, par exemple, typiquement, quand tu es Seralini et puis tu vois la couverture qui est faite sur le Nouvel Obs, sachant que c'est une couverture qui est faite sur ton article et que tu fais la headline, tu pourrais inviter à la modération là-dessus, parce que là c'est vraiment la couverture, les OGM, déjà cette généralisation, quand tu es dans le débat depuis des années, c'est impossible que tu laisses passer un truc pareil, quoi. Tellement c'est énorme de confondre les OGM et un OGM. C'est un OGM qui est testé et il généralise à tout, quoi. Oui, je pense. Si tu veux, il y a des protocoles, notamment, je parle de cet aspect-là, toxicologie et tout ça, moi je ne suis pas toxicologue. Ce que je sais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des bonnes pratiques de laboratoire, des protocoles qui, alors ils sont peut-être améliorables et tout ça, mais je sais qu'il y a un certain nombre des soutiens de Seralini qui ont dit « Ah bah oui, mais si son étude est mauvaise, alors il faut aussi revoir les autres ». On n'est pas sur la même échelle, si tu veux, elles sont probablement améliorables, mais sur l'échelle de la mauvaise foi et puis de la sélection des résultats et tout ça, je pense qu'il est absolument champion du monde. Après, c'est vrai qu'il y a eu des critiques sur ces études à 3 mois, il y a notamment un membre du Haut Conseil biotechnologique qui a dit que il y avait le problème des faux positifs, mais il y avait aussi un calibrage des études qui fait qu'on risquait de passer passer à côté des faux négatifs. Donc, mais je ne pense pas qu'on soit sur la même échelle, disons, dans la nullité et puis dans la malhonnêteté, c'est ça. Non, je pense que c'était vraiment, une des raisons pour lesquelles ça a peut-être été autant critiqué, et puis la différence essentielle qu'il y a avec les autres publications scientifiques qui sont éventuellement pas d'une qualité peut-être aussi médiocre, c'est que celle-là, c'était clairement pas une publication qui était à l'attention de la communauté scientifique, mais une publication qui était à l'attention des médias. Quand on voit le plan médiatique qui a été déployé pour annoncer cette communication, il fait pas l'ombre d'un doute sur le fait que c'était une opération médiatique et pas une opération scientifique, quoi. Ça me touche beaucoup plus, parce que je suis pas très outillé pour décortiquer les publications scientifiques et les petits chiffres, mais par contre la façon dans laquelle il a un plan com avant même de publier son article dans le journal et qui demande aux journalistes de ne pas montrer... je trouve que c'est complètement révoltant, même indépendamment des significativités. Mais c'est la même stratégie que quand les laboratoires Boiron publient par exemple des
des études qui sont des mesures de satisfaction au lieu des mesures d'efficacité. Et tu as envie de te dire, attends, pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça dans des revues scientifiques? Et en plus, pourquoi les revues scientifiques ne se rendent pas compte du faible intérêt scientifique de la publi, et c'est des publics qui devraient se faire rejeter, comme celle-là aurait dû être rejetée. Et je pense qu'il y a un réel intérêt pour eux le réel intérêt politique militant engagé, c'est justement de favoriser aux yeux du grand public cette confusion qu'il y a entre satisfaction et efficacité, et après de se retrouver avec des papiers dans les magazines féminins en expliquant qu'il y a encore une publi scientifique qui blablabla, oui, qui atteste de satisfaction mais pas d'efficacité. Donc c'est vraiment des opérations de com qui s'adressent au grand public et pas à la communauté scientifique. Pardon, mais vous voulez pas juste poser des questions à Stéphane, en fait, parce que comme il connaît le sujet mieux que nous, plutôt que chaque fois de rajouter notre propre théorie sur la théorie. Je pense qu'il y a, moi je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le problème à la limite d'une étude nulle. Ça arrive souvent finalement qu'il y ait des études nulles, c'est-à-dire non seulement leurs résultats sont avérés, mais leur méthodologie et tout ça est nulle. Là, c'est quand même le summum. Il y a, c'est-à-dire que c'est pas simplement que le gars est maladroit, etc., que c'est mais c'est que tu as quand même une étude qui est façonnée pour générer des résultats qu'il attend. Et puis tu as l'aspect qui est aussi scandaleux, c'est le viol de toute déontologie, de toute éthique scientifique, avec cette histoire, ce deal avec les journalistes, cette prise en otage finalement des médias, et puis l'opinion publique finalement, parce que les gens, la plupart des gens, ils vont pas relire après coup les avis, je sais pas, de l'Agence européenne de sécurité, etc. De toute façon, il leur expliquait qu'ils étaient tous vendus à Monsanto, c'est tellement évident. Ils retiendront quoi? C'est ces rats qui étouffent dans des tumeurs monstrueuses, quoi. Je pense que tu voulais dire quelque chose. Ouais, mais j'avais deux petites remarques, mais c'est pas des questions. Ouais. J'attends peut-être les fins des questions. Non, vas-y. Tournez comme des questions. Je t'en ai, ouais. C'est pas facile. Ça fait plusieurs fois que je vois des exposés sur ce sujet et je suis assez d'accord avec l'essentiel des critiques que tu fais. Et il y a effectivement un vrai problème là-dedans. Juste deux remarques. La première, c'est l'accusation de mauvaise foi. Je suis toujours gêné avec ça parce que c'est pas facile à prouver et je serais pas surpris qu'il soit pas de mauvaise foi en fait. Donc je me priverais de faire une analyse de sa bonne foi ou de sa mauvaise foi. Et l'accuser de malhonnêteté, c'est à mon avis mal voir le contexte dans lequel ça s'inclut. Je lui enlèverais au moins cette attaque-là. La deuxième remarque que je ferais, où là je vais être un peu plus ferme peut-être, c'est que dans la présentation que tu as fait, plusieurs fois tu as dit les anti-OGM, les anti-OGM. Moi typiquement je fréquente un milieu paysan, je suis membre de la Confédération paysanne, je me pense anti-OGM pour d'autres raisons bien différentes que celles que tu as présentées là. Et c'était un petit peu caricatural. Je suis anti-New Age, anti-naturaliste, les histoires de barrières d'espèces, je suis complètement d'accord avec toi et tout. Jean-Marie Pelt, je ne l'aime pas beaucoup. Et je n'aime pas ses idées, plutôt. Mais ceci dit, les questions qui me font contester les OGM, et puis la plupart des gens que je connais de la Confédération paysanne, plus de la majorité, je pense, sont opposés à la question des OGM pour le programme qu'ils représentent, quoi. Qui est un programme de vie en société, souvent présenté pour des raisons de survie alimentaire, etc. Et c'est là où on voit vraiment où c'est on peut y voir une certaine arnaque, dans la mesure où elle sert surtout des intérêts industriels, et pas vraiment à résoudre des problèmes de faim dans le monde. Il y a une histoire de brevetabilité de vivant derrière qui est là. Et ça, c'est l'argument central, en fait, de beaucoup d'anti-OGM, qui sont pas tous aussi neuneux et naïfs qu'ils ont été présentés tout à l'heure, quoi. Je veux juste dire ça au nom de tous les anti-OGM que je connais, qui ne se reconnaîtraient pas dans ça. Bon, alors, ok, si tu veux, je conçois très bien qu'on puisse être contre pour d'autres raisons, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ok. Simplement, si tu veux, je ne pouvais pas faire le tour des problèmes. Là, j'ai pris les fléaux supposés. Tu peux dire, tu peux dire, c'est une partie des anti-OGM effectivement tiennent ce discours-là. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de la Confédération paysanne et tout ça. C'est les premiers à s'être servis de l'alibi de l'étude de Serralini pour aller saccager une cargaison soupçonnée d'être du soja OGM, etc. Je ne suivrai pas là-dessus. Donc, je dirais, faites le ménage entre les bonnes et les mauvaises raisons.
et puis on pourra en reparler, quoi. C'est pas suffisant. Moi, je vais faire la même, mais sous forme de question. Je précise que mon père est anti-OGM et de chez anti-OGM, c'est-à-dire qu'il est faucheur volontaire, qu'il a été, tu vois, arrêté. Je serais curieux, donc la question elle est plutôt de cet ordre-là. Je sais que l'étude de Serralini, mon père s'en fout, mais alors complètement. Oui. Alors qu'il y a eu un effet d'aubaine de José Bové, enfin de gens tu vois, qui sont dans la communication autour de ça et tout ça, autour de cette étude-là, tu vois, qu'il les récupéré en se disant oulala, trop bon, il y a cette étude qui est parue, c'est une pierre dans le jardin de nos. Bon voilà. Mais je me demande si nous, qui sommes. Parce que moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de danger de OGM, hein, on soit bien d'accord là-dessus. Au niveau scientifique, hein, là-dessus il n'y a aucun Au problème. niveau sanitaire, écologique et tout ça. Mais je me demande s'il n'y a pas eu une surréaction de notre part. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Du fait que ça a été médiatisé, s'il n'y a pas eu une surréaction de notre part, alors que finalement, pour les gens qui luttent contre les OGM, finalement, c'est quelque chose de secondaire. Franchement, mon père, ce pour quoi il se bat, c'est pour que les gens aient le choix dans la façon dont ils sont nourris. Les OGM, c'est une partie du truc, mais vraiment une petite partie du truc, tu vois. C'est que il est contre le brevetage du vivant, tu vois, ce genre de truc. Oui, c'est normal. Contre le fait que Monsanto propose des semences stériles, tu sais, qu'il ne peut pas replanter. Quoi Alors oui, peut-être. Non, attends, Stéphane, je dis pas qu'il a raison. Je dis que son positionnement. Il a peut-être raison, mais par contre, ça, c'est un mensonge. C'est peut-être une légende urbaine. Non, mais on est d'accord. Oui, Moi, là-dessus, je suis vraiment pas spécialiste. Je dis pas qu'il a raison, hein, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, son positionnement, il est à côté de ça, tu vois. Oui. L'étude de Serralini, pour lui, elle a pas d'importance particulière, tu vois. C'est pas un argument fort dans son opposition aux OGM. Voilà. Donc je me demande si nous, sceptiques, attentifs aux travaux bien faits, si tu veux, et tu vois, aux études bien menées et tout ça, on surestime pas, en fait, finalement, l'impact que peut avoir cette étude-là. Je pense quand même, oui, non mais d'accord. Si tu veux, moi je suis d'accord. On peut parler, d'après moi, c'est par exemple le pouvoir mondial de Monsanto est très exagéré. Il n'y a qu'à voir en France, hein, je veux dire, ou même dans tout un tas de pays où ils sont rentrés comme ça et puis en fait ils sont incapables de faire reconnaître leur brevet et tout ça. Donc c'est pas des gentils, c'est pas du tout ça, mais disons que je pense que bien souvent on leur attribue un pouvoir qui est absolument surdimensionné par rapport à ce que c'est réellement. En Inde, c'est la même chose. Mais par contre, qu'on discute de tout ça, d'accord, mais qu'on sache alors séparer les arguments. Complètement. Parce que Complètement, ta présentation elle est parfaite, c'est rien à dire. c'est pour ça que j'ai pas parlé des brevets de Oui, bien sûr. mais c'était sur bon. Oui, mais si le but est de toucher du grand public qui pourrait être potentiellement susceptible de tomber dans ces travers-là, il faut pas les grimer trop dans un truc naturaliste comme au débur, là, parce que très peu se reconnaîtront dedans. Attends, l'histoire là que j'ai présentée, les OGM vont contaminer le monde, ceci. Ma compagne, elle est au CA de la Confédération Paysanne Isère. Au CA de la Confédération Paysanne Isère, zéro tiennent ces arguments-là. Zéro. C'est que des arguments qui politiques. Présente-les-moi. Je serais ravi parce que tous ceux que je connais sont. Il y a 10 ans, c'était peut-être différent, mais franchement, c'est plus le cas. Ouais, vraiment, c'est plus un. Enfin, l'aspect scientifique, c'est plus un enjeu pour eux, tu vois. Alors qu'ils le disent. Ils le disent, et ben voilà, on est contre pour ceci. Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment, tu sais, il y a moi je pense à chaque fois à ce ventre mou, tu vois, de la population qui typiquement ne cultive pas son champ, tu vois, n'a pas le nez dans les éprouvettes, tu vois, mais regarde le grand journal sur Canal+. Et moi, la plupart des gens que j'entends, en effet, et je suis pas à la Fédération Paysanne, la plupart des gens que j'entends, ils sont convaincus qu'en effet, un des premiers slides que tu montrais avec tous les effets néfastes des OGM sont avérés. Moi, le discours que tu as dépiqué ici, c'est un truc que j'entends assez souvent. Mais c'est pas des anti-OGM. La notion du oui, c'est pas les anti-OGM. Non, comme il dit, c'est pas les anti-OGM. Le premier slide avec les trucs très caricaturaux, ils vont arriver quand même. Mais le ventre mou quand même. Mais pas les anti-OGM. Moi, je trouve qu'il y a 2000 raisons de critiquer Monsanto, mais les raisons qu'on entend le plus souvent, c'est pas mon problème. oui, mais les raisons qu'on entend le plus souvent, c'est celles-là et elles sont pas valables. Si Dieu, mais dans ce cas-là,
dis que tu es contre les brevets, etc., mais dans ce cas-là, dissocie le problème même du brevet avec les OGM. Mais on le fait, complètement, on le fait, c'est pas de souci. Oui, mais Non, mais c'est Non, mais le même problème, hors c'est que OGM. je suis ravi, mais j'ai jamais entendu ce discours-là. Ah oui, non, mais on se bat tous les jours pour ça, nous. On fait que ça. C'est bien. Se battre pour que les gens qui se battent pour des causes qu'on juge politiquement justes Donc, oui, le fassent avec des arguments, quand ils utilisent la science, qui soient aussi des arguments scientifiquement justes. Et Serralini rend pas service. Ah ouais, c'est un... Typiquement, c'est il violent. nous a mis encore une balle Alors, dans le c'est genou. parce que vous êtes exotique pour moi, on va dire. Oui, non, mais oui, bien sûr. Non, mais on est personne. Personne bosse comme ça. C'est bien aussi. Non, mais il y a 2000 trucs, il y a 2000 arguments pour critiquer de manière pertinente en fait, la problématique, s'il y en a une liée aux OGM. Et le problème, c'est que la plupart des arguments qu'on entend sur ces sujets-là, c'est des arguments qui sont fallacieux, quoi. Et c'est systématiquement ceux qui sont mis en avant pour défendre le truc. Et quand tu vois, enfin, je sais pas, n'importe quel autre public sur les OGM, enfin, je sais même pas comment les mecs, ils ont fait pour négocier le grand journal sur un sujet pareil, quoi, tu vois. Ça se voit jamais, ça, ce genre de truc. De la même façon que l'existence ou non des races, quand bien même on en trouverait un jour, ne justifie en rien l'arrivée du racisme, je trouve que la dangerosité ou non des OGM n'intervient même pas dans ma réflexion sur le problème politique qu'ils soulèvent. Oui, mais si c'était le cas, il faudrait. Voilà, c'est ça. Moi j'ai une question, Stéphane, je ne sais pas si tu sais répondre. On entend tout le temps parler, dès qu'on parle OGM, on associe, enfin moi en tout cas, j'associe Monsanto dans ma tête. Hein, C'est formidable, oui. on a vu plein de trucs. Alors que quand je me balade dans les champs, et vous avez vu qu'il y en a pas mal là autour, je vois que du pionnier partout. Je t'ai vu citer Ici, un il y truc a de plus pionnier, à Hybride là, Oui. de pionnier. Pourquoi on n'entend parler que de Monsanto? Alors que Pionnier, je le trouve beaucoup plus dominant, enfin, de ce que je Et vois. Sagetta et Ouais. C'est-à-dire Bayer. des semenciers, des gros, il y en a d'autres, hein, y compris qui produisent des OGM, mais c'est vrai que c'est en matière de. D'OGM, c'est le numéro un. Oui, c'est le numéro 1. Et qui en fait, Roundup. ils sont, comment dire, ça représente moins de 10% du chiffre d'affaires de Monsanto. Non, mais c'est très marquant Les parce que OGM? c'est. Non, le Roundup. Ah. C'est très marquant parce que c'est un Mais ce qu'il y a, c'est herbicide, qu'effectivement, ils ont une politique expansive, agressive, c'est pas des Puissants américains. tout ça. Et finalement, d'ailleurs, le marché européen, ils s'en foutent. Ils ont encore tellement d'extensions possibles ailleurs que, bon, s'il y a quelques moustachus de loi ça va, Tu ça me leur regardes pose d'un pas air de- méchant. ça leur pose pas tant de problème que ça. Puis, je pense, par contre, que certaines pratiques, comment dire, bizarrement, il y a des anti, désolé, je pense ce terme-là, qui contribuent finalement à leur monopole parce qu'ils sont tellement, finalement, ils ont tellement d'exigences, etc., que pour présenter un dossier d'autorisation qui tienne la route, parce que sinon il est refusé, il faut des millions, des années de recherche, des millions de dollars, et il n'y a que les plus gros qui ont la meilleure assise, qui sont capables de le faire, et petit à petit, il n'y en aura plus que 2 ou 3, quoi. Bon, il y a, par rapport aux destructions de champs, il y a, comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, les Français, là, c'était une coopérative un peu développée, qui a jeté le gant, parce que voilà, c'est la situation qui est... L'imagrin. L'imagrin, c'est ça. Ouais. Parce que, bon, voilà, Monsanto, bon, il arrête ses essais en France, et il va les faire ailleurs, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, c'est clair. Eh ben, merci Stéphane pour cette intervention. Ouais, Bravo, bravo. Bon allez, petite pause rapide Et puis c'est la guerre. Hein. et c'est la guerre. Concours de mauvaise foi.